Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 16e jour, 16e vidéo de ce Vendée Globe. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans les 24 dernières heures. On fera une petite correction par rapport à la vidéo d'hier, une grosse correction même par rapport à la vidéo d'hier. On parlera de la météo, toujours de cette situation qui nous emmène vers le sud à très haute vitesse. On parlera également de la zone des glaces qui a légèrement été modifiée. Donc voilà, il y a pas mal d'informations dans cette vidéo. Puis on parlera de Pip Air, parce qu'il y a eu quelque chose de bizarre du côté de Pip Air en fin de nuit, début de matinée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur les 24 dernières heures. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Normalement, il y aura une vidéo cycliste mercredi. Si tout se passe bien, elle est déjà uploadée, mais il faut que je mette les tags, il faut que je mette la miniature et tout ça. Normalement, mercredi, donc demain, il y aura le premier débrief de fin de saison du côté du cyclisme. Ça arrive avec un mois de retard. Enfin, pas un mois, mais bien 3 semaines de retard. J'ai pas été hyper rapide ces derniers temps. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur une notification, plus la vidéo est mise en avant par la plateforme, par YouTube. Donc, je remercie les gens qui font cet effort-là pour me soutenir. Je remercie également les gens qui font des super 5. Ça, c'est seulement et seulement si vous en avez les moyens. Que vous faites ça, si vous avez envie de le faire également. Je remercie les gens qui s'abonnent, toujours aussi nombreux en ce moment du côté de la voile, du côté de ce Vendée Globe. Bon, on commence tout de suite avec la correction, les ratoums par rapport à hier. Hier, on a parlé d'Oliver Air. Oliver Air qui avait reçu une pénalité par le jury des commissaires. J'ai dit deux bêtises. Déjà, j'avais dit la direction de course, c'est le jury des commissaires. Pourquoi je dis la direction de course? Parce que ça c'est un propos qui vient de la Formule 1. Mais je dis aussi du côté du cyclisme. Oui, normalement, c'est un jury de commissaires. Pareil que dans le cyclisme, qui gère les pénalités. J'ai tendance à dire souvent la direction de course. Voilà, la direction de course s'occupe de la sécurité des participants notamment. Mais voilà, les pénalités, c'est le jury des commissaires. Deuxièmement, j'avais mal compris l'information sur Oliver Air. C'est-à-dire qu'hier, moi j'ai regardé Ouest France, j'ai regardé le site du Vendée Globe qui a annoncé cette pénalité. Le problème, c'est qu'ils ont repris le communiqué, je pense, du jury des commissaires. C'est un communiqué technique, le jury des commissaires. Alors, ils sont là juste pour balancer l'info. C'est comme une dépêche AFP, on va dire. Donc, c'est un communiqué technique. Donc, c'est pas fait pour le grand public. C'est fait pour les marins. Et c'est un langage de marin. J'ai vu, moi, voile débarquer. Pour moi, débarquer, c'est qu'elle était tombée à l'eau. C'était pas du tout ça. Voile débarquer, en fait, c'est une pénalité par rapport au règlement de début de course. Et heureusement, il y a quelqu'un de la classe IMOCA, un jaugeur de la classe IMOCA, c'est comme ça qu'on va dire, celui qui gère les bateaux, qui permet à un bateau de rentrer dans la classe IMOCA ou de ne pas rentrer dans la classe IMOCA, qui m'a envoyé un mail hier, donc ça veut dire que je suis suivi par des mecs qui gèrent la classe IMOCA. C'est pas du côté de l'UCI qu'on verrait ça. Et donc il m'a envoyé le mail. D'autres m'ont envoyé des mails, je sais. Soit j'y réponds pas parce que j'ai pas le temps, parce que en ce moment j'ai pas beaucoup de temps, mais je sais qu'on m'a envoyé un mail pour un projet de podcast, je pense que j'aurai pas le temps de le faire. Je sais qu'on m'a envoyé un mail pour parler d'une autre chaîne YouTube. Pour l'instant j'ai pas le temps de le faire, mais je le ferai peut-être un petit peu après. Et on m'a envoyé un mail ou un autre mail pour dire qu'on aimait bien ma chaîne. Si je voulais collaborer avec cette personne-là, tant que je ne peux pas payer les gens, j'évite les collaborations tant que je ne peux pas payer les gens. Tout travail mérite salaire. Donc voilà, je sais que j'ai reçu 3 mails de ce côté-là. J'y ai pas répondu parce que j'ai pas eu le temps, et le mail en plus sur le podcast il date d'il y a au moins 2 semaines. Bon, Oliver Air, donc on m'a envoyé un mail de la classe IMOCA, je vous lis le mail.
Donc en fait, l'information majeure de cette situation-là, c'est que, enfin c'est un jury international, j'appelle ça le jury des commissaires, c'est jury international, voilà le terme technique pour les personnes qui donnent les pénalités. Donc pourquoi il a pris 2 heures, Oliver R? Je vous ai dit, chaque concurrent doit emmener 8 voiles. 8 voiles maximum. Ces 8 voiles, il faut les déclarer. Il faut dire quelle voile je prends pour la course. Je rappelle qu'il y a 4 voiles obligatoires, 4 voiles au choix sur les 8 voiles. Donc il faut les déclarer. Il faut les déclarer au jury international. Donc il faut dire, je prends un SPI, je prends un Genneker, je prends, je sais pas, une voile A7 par exemple, du cas de Salbosch-Verès, voilà, je prends tout ça. Il faut le dire 2 jours avant le départ. Ces voiles-là, 2 jours avant, elles doivent être dans le bateau, on n'a plus le droit d'y toucher. C'est là où Oliver R a fait une erreur. Ils ont débarqué une des voiles à terre, ce qui est interdit par le règlement. Il faut pour cela le dire au commissaire avant, au jury international. Il faut le dire au jury qui te donne ou non l'autorisation de débarquer une voile. Peut-être parce qu'elle avait un problème, voilà, peut-être parce qu'ils ont vu qu'elle avait un petit trou, donc il fallait la réparer. Cette voile a été débarquée sans autorisation préalable du jury. Elle a ensuite été remise dans le bateau, toujours encore une fois, sans l'autorisation du jury. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une pénalité de 2 heures. Donc c'était pas du tout une voile qui était tombée à l'eau, comme Clarisse Kremer notamment. C'est pour cette raison-là, c'est-à-dire que la voile a été débarquée pendant cette période de 48 heures avant le départ, où vous n'avez pas le droit de débarquer de voile. Et ensuite, elle a été remise sur le bateau. Donc pénalité de 2 heures. Voilà pour Oliver R. J'ai oublié de zoomer sur Oliver R. Mais c'était voilà, vraiment un erratum. Oliver R qui est 36, toujours. Hein. Il n'a pas progressé dans le classement. Il est toujours 36e. Hop là, il est toujours un petit peu derrière la flotte. Derrière Manuel Cousin et Fabrice Amédéo. Encore une fois, cette pénalité a coûté cher. On revient sur la situation météo. Donc voilà, je m'excuse pour cette petite erreur au niveau des informations. Voilà. Je remercie cette personne de la Classimoca. Je ne donnerai pas son nom parce que forcément Classimoca ne peut pas s'exprimer publiquement, mais voilà, je ne donnerai pas son nom et son prénom, mais je la remercie, donc vu qu'elle regarde la vidéo, elle se reconnaîtra. On commence tout de suite. Pourquoi je donne pas son nom? Parce que comme il faut qu'il soit impartial aussi hein, pour gérer les jauges, lui c'est un jaugeur mais c'est un arbitre technique des bateaux. Il faut qu'il soit impartial, donc s'il commence à parler sur tel ou tel concurrent, c'est un problème. Donc c'est comme les fonctionnaires qui ne doivent pas parler d'Emmanuel Macron, voilà, c'est un peu le même problème. On regarde la tête de la course, c'est de la météo. Toujours cette dépression qu'il faut suivre, toujours le même problème, la même situation. Plus on est devant, plus on a devant, plus on est derrière, moins on a devant. Donc ça favorise les écarts. L'élastique se tend, comme on pourrait dire dans un peloton cycliste, et c'est en train de casser un peu plus chaque jour, chaque heure qui avance et où les concurrents de tête arrivent à suivre cette dépression. Vous avez toujours ce peloton désormais de 9 concurrents avec Paul Meillat et Yannick Bestaven qui ferment la marque. C'est Charlie Dalin qui est devant. Donc ce peloton-là, il suit la dépression et il va continuer de la suivre dans les prochaines heures. Même si cette dépression va se renforcer. Pourquoi elle se renforce? Parce qu'elle ne touche pas de terre. Donc encore une fois, tant qu'une dépression ne touche pas la terre, elle n'est pas ralentie. Donc cette dépression va continuer de se renforcer. Plus elle va se renforcer, plus elle va aller vite. Donc au bout d'un moment, je pense qu'ils vont avoir du mal à suivre du côté des bateaux. Vous voyez que dans 24 heures, elle sera beaucoup plus au sud que ce qu'elle était actuellement. Donc ça va peut-être être compliqué pour ces concurrents-là de la suivre encore longtemps. Vous voyez qu'après, derrière, la queue de la dépression, elle est très restreinte et surtout le vent est plus faible. Là, on a du vent aux alentours de 20 nœuds, 20-25 nœuds. Derrière, c'est 12-14 nœuds grand maximum, voire de moins en moins. Plus on remonte. Il y a des zones où on va atteindre moins de 10 nœuds. Et le passage sera un peu bouché. Donc pour les concurrents derrière, si vous prenez par exemple un Romain Attanasio, lui il va se retrouver ici demain, peut-être là.
Tu vois, là où se retrouve en ce moment Samantha Davis. Donc il n'aura pas beaucoup de vent. Donc forcément, comme les mecs de devant, ils auront de plus en plus de vent et que derrière, ils auront de moins en moins de vent, ça va augmenter au niveau des écarts. Malgré tout, à l'avant de la course, il va falloir faire attention parce qu'à partir de ce soir, heure française, donc eux dans l'après-midi, le vent va être, en fin d'après-midi pour eux, le vent va vraiment être plus fort et les conditions de vie vont être un peu plus compliquées dans les bateaux. Si on regarde désormais le deuxième peloton, le deuxième gros peloton, hop, la bagarre des dériveurs. Je rappelle que je dis dériveurs, ER, pour faire la différence entre les bateaux foilers et les bateaux dériveurs. Bien entendu, ce sont des IMOCA, donc ce sont des bateaux avec des quilles. Voilà, donc forcément, ce ne sont pas des dériveurs. La classe dériveur EUR, c'est une classe avec des bateaux qui n'ont pas de quilles. Devant, donc, dans ce groupe-là, toujours pas de vent. Hein. Toujours un vent qui est en dessous de 10 nœuds. Ça ne va pas beaucoup augmenter, vous voyez, ça va même encore se calmer. Ça va être donc compliqué, je pense, pour Louis Duc, à part s'il arrive à récupérer un petit peu ces résidus de la queue de front des bateaux de tête, ce qui lui permettrait un petit peu d'avoir du vent un petit peu au portant, même si c'est pas du vent très fort, et je pense que on va naviguer au près pour Jean Le Cam et autres. Ce qui est jamais confortable avec ces IMOCA, que ce soit des bateaux à foil ou sans foil, naviguer au près, c'est pas agréable, donc ça veut dire naviguer avec le vent qui vient contre vous. Donc c'est pas l'idéal, ça veut dire qu'il va falloir tirer des bords, ça va être chiant. Voilà, donc, mais d'un côté comme de l'autre, ça va être compliqué. Donc déjà qu'ils ont des bateaux moins rapides, en plus ils ont encore une fois des conditions météo qui sont bien plus complexes que les bateaux de tête, et vous voyez que dans 23-24 heures, le vent sera un petit peu plus fort. Mais ça va être difficile. Ça va être difficile également pour Isabelle Dioschke qui se retrouve dans un no man's land. Elle est entre les deux mondes, Isabelle Dioschke. Donc elle va se retrouver dans de la molle et dans de la molle sévère. Je pense la concurrente de Emma CSF. Mais je rappelle qu'elle a un bateau qui est particulier. Le bateau Emma CSF, c'est un bateau qui a été lancé en 2007. Donc c'est un IMOCA des rives droites qui est devenu un IMOCA à foil. Et donc ça veut dire que c'est l'IMOCA à foil le plus âgé de la flotte. Il est plus âgé que le bateau de Romain Athanasio par exemple. Il a 4-50, enfin voilà, il a des années en plus, même si c'est un bateau qui est performant, c'est un bateau plus vieux, donc forcément, elle a du mal à suivre même un bateau comme Romain Athanasio, qui a déjà du mal à suivre un bateau comme Samantha Davis qui a déjà du mal à suivre un bateau comme Charlie Dalin. Vous voyez, ça commence à être compliqué. Donc la classe commence à vraiment s'étirer. Et là, vous voyez qu'un Jean Le Cam, il a déjà 1200 000 de retard, hein, c'est ce qu'on avait dit, et ça ne va pas s'améliorer dans les jours à venir. Donc 1200 000, c'est plus de 2 jours de navigation de retard désormais. Ça doit faire 55 heures de retard à la louche. Donc là, on n'est vraiment plus dans le même monde en termes de navigation. Et ça va être très dur à récupérer. Il faudrait vraiment que les concurrents de tête soient arrêtés après le Cap Horn, où se retrouve dans une zone de molle au milieu du Pacifique, ce qui normalement n'arrive jamais en termes de météo. Donc vous voyez, la situation, elle n'a pas évolué depuis hier. Donc toujours cette dépression. L'objectif est d'aller devant elle le maximum possible, de continuer à être devant elle, de se faire avaler le plus tardivement possible, et c'est ce qui permet à certains concurrents de s'échapper un peu plus que d'autres. On regarde les problèmes techniques de certains concurrents. On va commencer avec Pipe Air. Et pour parler de Pipe Air, je suis obligé d'enlever la météo, parce que vous allez voir sa trajectoire. Pipe Air a perdu 2 positions dans les dernières heures. Pourquoi elle a perdu 2 positions? Vous allez voir sa marque ici. Hop là. Ce matin, elle a fait ce virement de bord et elle a navigué contre le vent. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de pénalité indiquée. Donc moi je pense, c'est ma théorie, vous me direz si c'est vrai. Je pense qu'elle a eu un problème technique sur son bateau. Pas un problème, soit il fallait monter au niveau du mât, peut-être un hook de grand voile qui était bloqué, peut-être un problème de ce type-là, et que pour monter au mât, il faut forcément avoir des vents, être sur une situation où le bateau est calme. Et donc pour monter au sommet du mât, la seule solution c'est souvent de naviguer avec le vent contre vous.
Parce que quand vous avez le niveau, quand on navigue avec le vent contre vous, c'est-à-dire vraiment face, on se met face au vent, donc vraiment direction face au vent, le bateau n'avance plus, vu que les voiles ne sont plus alimentées par le vent ou très peu alimentées par le vent. Encore une fois, un bateau, pour qu'il fonctionne correctement, il faut qu'il ait vent 3/4 d'eau. C'est là où il fonctionne le mieux. Si vous êtes avec le vent de face, ça ne rentre pas dans la voile d'avant. Si vous abaissez en plus au maximum les voiles, ça n'avance plus. Donc moi, je pense qu'elle a dû réparer quelque chose au niveau du mât. C'est ma théorie. Et que la seule solution pour réparer, c'était de faire cette petite manœuvre. Ce qui lui coûte quand même 2 positions. Romain Attanasio est passé devant elle, Damien Seguin, parce que eux ils ont continué leur chemin, et qu'elle, elle a dû freiner, et forcément elle a perdu un petit peu d'avance également par rapport à Louis Burton, qui revient de l'arrière. Donc du côté de Pip Air, pour l'instant il n'y a pas eu de déclaration à la fois sur le site du Vendée Globe, à la fois sur le site des IMOCA, à la fois sur Ouest France, et il n'y a pas eu de vidéo en ligne sur le site du Vendée Globe. Donc là, je ne peux pas vous apporter plus. On aura peut-être des informations cet après-midi, mais pour le moment, à 11h30, là en ce moment, j'enregistre la vidéo, eh bien, il n'y a pas d'informations sur Pip Air. Romain Attanasio, lui s'en sort plutôt bien, mais c'était pas de Romain Attanasio dont je voulais parler, c'était Clarisse Kremer. Clarisse Kremer, elle a eu une situation un petit peu compliquée avec un chalutier chinois qui était donc là en pleine mer. Il faut savoir qu'il y a pas mal de gros chalutiers chinois qui décident de pêcher dans les eaux européennes notamment, mais dans les eaux sud-américaines aussi. Enfin là, c'est les eaux internationales, mais proches des côtes sud-américaines et proches des côtes européennes. Et du côté de ces bateaux chinois, elle essayait de communiquer avec, parce qu'en fait, il y avait 2 bateaux, et elle voulait savoir s'il y avait des filets entre les 2 bateaux, ou si ces bateaux mettaient les filets vers l'extérieur, et donc si elle pouvait passer entre les bateaux, en sachant que elle, avec son foiler, elle va bien plus vite que les chalutiers de pêche. Sauf qu'elle essayait de communiquer avec eux. Elle parle très bien anglais, hein, Clarisse Kremer. Je rappelle, elle a fait HEC, donc elle maîtrise quand même un petit peu l'anglais, le commerce international. Le problème, c'est que les petits membres de ces chalutiers chinois, je pense qu'ils maîtrisent assez mal l'anglais. Il y avait une petite barrière de la langue, ça communiquait pas hyper bien. Heureusement pour elle, les filets de pêche avaient des balises AIS, donc elle a pu passer tranquillement balises AIS. J'avais dit une petite bêtise aussi sur l'AIS, j'avais dit c'est radar, c'est GPS AIS. Donc ils ont, voilà, c'est pas avec des radars, c'est avec un système GPS. Donc comme il y avait des balises, elle a pu les repérer facilement et donc éviter la zone. Forcément, ça a été un petit moment de stress pour Clarisse Kremer. Et puis Johan Richomme, on va parler de Johan Richomme. Vous voyez que Johan Richomme, depuis 2 jours, depuis hier, en milieu de nuit, il a une trajectoire un petit peu plus sud que les autres. C'est une trajectoire qu'il subit. Et pourquoi il a subi cette trajectoire? Parce qu'en fait, quand il s'est retrouvé à faire son record du monde, qui n'est pas encore totalement homologué, son record du monde, donc de distance en 24 heures, eh bien en fait, c'est parce qu'il s'est fait avoir par le vent, il était surtoilé. Alors certains vont me dire, c'est quoi le problème d'être surtoilé avec un bateau? Le vent, par exemple, il est de 15 nœuds. Quand il est de 15 nœuds, on essaye de mettre le maximum de toiles sur le bateau, ça se passe bien, vous naviguez correctement. Quand le vent augmente, si vous êtes surtoilé, vous allez créer de la tension au niveau du mât. Plus vous créez de tension au niveau du mât, plus vous avez le risque de démater. Et plus vous avez des voiles larges, des voiles comme un spi, qui sont des voiles qui ont tendance à se bomber, et bien plus la voile peut se déchirer aussi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas être surtoilé. Et il était dans des conditions, on va dire un peu de descente de l'Atlantique classique, sauf que là il faut passer en mode, on va dire, mer du Sud désormais, et la transition pour lui, ça s'est fait pendant la nuit, et il a dit, il a serré les fesses parce qu'il savait qu'il avait trop de toile. Il s'est dit, bon, je prends le risque, j'espère que ça va tenir. Ça a tenu, mais après, voilà, il a un peu ralenti son rythme du côté de Johan Richomme. Donc voilà, c'est ce qui a fait qu'il a un peu dévié de la trajectoire d'un Thomas Ruyant et d'un Charlie Dalin. Mais voilà, il a passé une soirée, une nuit, la nuit dernière, enfin la nuit de dimanche à lundi, qui a été très tendu du côté de Johan Richomme, donc pas très heureux de la situation, peut-être un petit manque d'expérience, ou oui, un manque d'expérience dans les mers du Sud, je rappelle c'est un bisu, donc voilà, il s'est fait un petit peu avoir par cette situation-là, par rapport à un Charlie Dalin et un Thomas Ruyant, qui eux ont plus d'expérience de ce type de situation.
Et puis voilà. J'ai oublié de vous parler également de la situation de la zone des glaces qui a un petit peu évolué. C'est Benjamin Dutroux qui l'a annoncé ce matin en vacation. La zone des glaces a changé. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus basse. Alors je pensais pas qu'il pouvait la redescendre. Parce que moi, à chaque fois que j'ai vu une zone des glaces modifiée, c'était plutôt à la hausse. Là, j'ai l'impression qu'elle est plus basse. J'avais l'impression que là, il y avait une petite montée dans le profil de l'étape, si on parlerait cyclisme, mais là, qu'il y avait une petite montée et que cette montée n'existe plus. Donc j'ai l'impression qu'elle est redescendue, cette zone des glaces. Donc ce qui est favorable pour les concurrents, ça laisse plus de marge de manœuvre pour passer, pour avoir les dépressions également. Par contre, au niveau du Cap Horn, je pense que voilà, le corridor est toujours aussi étroit pour passer le Cap Horn, mais là, au niveau de Bonne-Espérance, j'ai l'impression que ça s'est un peu agrandi en largeur. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à la zone d'exclusion qu'on avait au début de course. Voilà, cette zone d'exclusion, je rappelle qu'il ne faut pas rentrer dedans. Si vous rentrez dedans, c'est risque de pénalité. En fait, normalement, le dernier à l'avoir fait, c'était il y a 8 ans. Il avait dû repasser par le même point GPS d'entrée. Sauf que ça avait été un peu un problème parce que naviguer avec du vent de face, ça avait été une pénalité. En temps, je crois qu'il avait perdu 8 heures. Je sais plus si c'était pas Jean-Pierre Dick qui avait fait l'erreur. Mais ça lui avait coûté beaucoup de temps à ce moment-là. Bon, on passe au classement, parce que là on a déjà parlé de beaucoup de concurrents. En tête pour le moment c'est Charlie Dalin. On va voir comment ça a avancé sur les 24 dernières heures. On va remettre même la météo pour voir comment il a avancé par rapport à la météo sur les 24 dernières heures. Hop là! Donc hier, la situation par rapport à Thomas Ruyant à 11h, c'était 43 000 d'écart. Donc l'écart c'est un petit peu réduit par rapport à Thomas Ruyant. Il y avait 71 000 par rapport à Johan Richomme qui était revenu de l'arrière. Johan Richomme a encore repris un petit peu de distance. Puis l'écart a réaugmenté à partir de 19h. Vous voyez, la nuit du Charlie Dalin, enfin la nuit au niveau France, donc c'était pas la nuit, était vraiment, c'était pas totalement la nuit, était vraiment pas mal. Et là, l'écart réaugmente surtout avec Johan Richomme, avec Thomas Ruyant. Ça s'est un peu stabilisé, même si sur les 4 dernières heures, il est allé moins vite que ses deux compères. 74 000 de parcourus contre 83 et 81 000 nautiques pour Johan Richomme et pour Thomas Ruyant. Donc toujours ces petits concurrents, ces 3 de devant qui sont un petit peu devant le peloton des fous furieux, qui se tire bien la bourre et qui revient légèrement, parce qu'on va voir Sébastien Simon. Sébastien Simon hier, hop, on va revenir sur sa journée d'hier à Sébastien Simon. Vous voyez donc 11h, Sébastien Simon, il a à ce moment-là 104 000 de retard. Et vous allez voir qu'avec les 4 de derrière lui, il va déjà un petit peu s'échapper par rapport aux 3 de derrière. Et puis ensuite, Nicolas Luven va faire une grosse accélération pendant la nuit. Et là, vous voyez que l'écart s'est vraiment réduit là de quasiment 10 000. Donc il y a plus que 97 000 d'écart du côté de Sébastien Simon, 85 000 de parcouru sur les 4 dernières heures, 523. Il est très fort dans des conditions de vent comme ça à 13-15 nœuds. Je trouve ce bateau de Sébastien Simon très performant dans ces conditions-là. Donc chapeau du côté de Sébastien Simon, parce que vraiment ce bateau marche bien dans ces conditions-là. Donc vraiment, il va plus vite que Thomas Ruyant, il va plus vite que Charlie Dalin, et il va plus vite que Johan Richomme. Donc c'est pas une mince affaire, surtout dans ces conditions-là de vent mixte. Et on se souvient que déjà dans la descente de l'Atlantique Nord, où il avait une voie un petit peu plus centrale, eh bien ça se passait bien aussi du côté de Sébastien Simon. Et Nicolas Luven également a fait une énorme journée. Nicolas Luven, c'est celui qui a parcouru le plus de 1000 sur les 24 dernières heures. 536.9 et 92.2 sur les 4 dernières heures. Donc on va voir un petit peu l'écart qu'il avait avec Sébastien Simon hier. Hop, on retourne par rapport à hier. Donc voilà. Hier, 11h, vous voyez que Nicolas Luven, il n'est pas dans le top 5. Nicolas Luven, il est 7ème. Il a 125 000 de retard. Hop, et bien vous voyez que pendant la journée, il a rattrapé son retard. Nicolas Luven, je vais le mettre même en surbrillance. Hop. Et que là, il est à côté de Jérémy Bayou et il a distancé Jérémy Bayou
pendant la nuit. Là aussi, hein, ce Holcim PRB qui avance très vite. Et vous voyez que désormais, l'écart entre les deux bateaux, c'est 15 000, alors qu'ils étaient quasiment côte à côte. Donc il a fait vraiment une très bonne nuit. Et le perdant, c'est Sam Goodchild. Mais vous voyez encore une fois, quand je vous parlais de l'écart de performance entre les bateaux de génération 2020 et les bateaux de génération 2024, notamment sur leur capacité aux bateaux de la génération 2024 à éviter d'enfourner dans les vagues, eh bien ces bateaux de génération 2020, ils enfournaient encore pas mal. Et vous voyez que Sam Goodchild, il a du mal à tenir la cadence depuis quelques jours. Hein. On avait vu ça avait donné cette information-là, on en parlait déjà hier. Vous voyez que Sam Goodchild, hier, il était devant Jérémy Bayou et Nicolas Lunven, avec quasiment 10 000 d'avance sur Nicolas Lunven, et désormais, eh bien, il a maintenant quasiment 30 000 de retard sur Nicolas Lunven, parce qu'il n'a pas la capacité d'aller aussi vite que le concurrent de devant. Alors il avance quand même à 500 000 par jour, ce qui est mieux que d'autres concurrents, qu'un Benjamin Dutreux, qu'une Clarisse Kremer. Mais bon, c'est quand même, il a du mal quand même à tenir la cadence pour le moment avec ce bateau de génération précédente. Yannick Bestaven également, pas une grande journée, hein, 460 000 du côté de Yannick Bestaven. Il était peut-être un peu trop nord, Yannick Bestaven, et il s'est retrouvé dans des zones avec un peu moins de vent dans ce fameux corridor, donc il s'est peut-être fait avoir. Et du côté de Paul Meillat, ça avance vite, 520 000 de parcouru. Il tient la cadence des hommes de devant, hein, Paul Meillat. Donc on pourrait dire qu'il n'est pas encore dans un deuxième peloton totalement, Paul Meillat. Même s'il a 100 000 de retard, on va dire, par rapport à un Nicolas Lunven, il s'accroche toujours. Donc il est à l'attaque. Je pense qu'il utilise bien son bateau, mais on sait que Biotherm, c'est un bateau qui est fiable. Biotherm, il n'a pas eu beaucoup de casse sur les 3 dernières années, donc c'est que c'est un bateau qui va être, depuis sa construction, c'est un bateau qui va vite et qui est fiable. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Paul Meillat. Et on espère que ça va tenir encore longtemps pour le sympathique skipper français. On remonte un petit peu, Samantha Davis, elle est maintenant dans un deuxième peloton. 335 000 de retard, ce qui veut dire 18 heures, 20 heures de navigation de retard du côté de Samantha Davis. Encore une fois, Initiative Cœur, de base normalement c'était des bateaux plutôt fiables mais moins performants que les bateaux de même génération. C'est un petit peu ce qui est encore en train d'arriver du côté de Samantha Davis, et surtout il va falloir qu'elle se méfie de Boris Herrmann, parce que derrière ça va pas beaucoup plus vite du côté de Clarisse Kremer et de Justine Métro. Justine Métro qui perd encore des places avec son Charal, enfin l'ancien Charal, le bateau désormais surnommé Teamwork Team Snef. Voilà, elle a du mal à tenir la cadence. Ça fait depuis 2 jours qu'elle perd beaucoup de temps par rapport au bateau de tête. Après, elle est dans les mêmes cadences que Samantha Davis et Clarisse Kremer sur la journée d'hier. C'est juste que devant, ça va trop vite. Donc elle a peut-être un petit peu calmé le rythme aussi, Justine Métro, pour les mers du Sud. Par contre, il y en a un qui a fait une belle remontée hier et qui continue la remontada. Il y en a 2 qui continuent leur remontada. C'est Louis Burton et Boris Herrmann. On va regarder où il était hier à 11h. Vous voyez qu'hier, il avait beaucoup de retard par rapport à Samantha Davis, mais il avait quand même du retard également par rapport à Clarisse Kremer. Encore 20 000 de retard par rapport à Clarisse Kremer et une trentaine de 1000 de retard par rapport à Justine Métro. Regardez comment il s'est rapproché dans la journée avec son bateau. Et là, ça se passe bien parce qu'il y a un peu plus de houle aussi désormais. Donc on sait que c'est un bateau qui est efficace dans ces conditions-là. Et là, vous voyez, il a bien rattrapé, malgré qu'il passe pourtant là dans une zone très proche d'une zone de molle. Mais vous voyez qu'il a quasiment rattrapé. Il a rattrapé Justine Métro, Clarisse Kremer et Samantha Davis et sa prochaine victime. Benjamin Dutreux, lui, il regarde plus les concurrents maintenant. Alors il a eu aussi une trajectoire bizarre là ici, Benjamin Dutreux, je sais pas trop ce qui s'est passé. Peut-être une erreur dans un changement de voile, puisque c'était arrivé à Romain Athanasio. Mais en fait, Benjamin Dutreux, il a décidé de ne plus regarder les bateaux de tête. Il sait qu'il ne pourra pas les atteindre pour le moment. Il n'est pas en capacité de tenir leur vitesse. Donc voilà, maintenant son objectif est plutôt de se concentrer sur sa course, et puis il essaiera de rattraper les morts, comme on dit un petit peu au marathon. Mais il essaiera de revenir de l'arrière au niveau du classement. Mais il sait qu'à la régulière, pour le moment, il ne peut pas suivre la cadence du côté de Benjamin Dutreux. Romain Athanasio, lui, hier, il s'est emmêlé les pinceaux dans un changement de voile. Il l'a dit dans la nuit de dimanche à lundi.
Donc c'est un changement de valve qui lui a coûté beaucoup de temps parce que ça s'est tout emmêlé, voilà, ça a été un sac de nœuds. Là il a fait une vidéo pour Ouest France, ça a avancé vite sur son bateau. Après encore une fois le problème c'est qu'il est sur un foiler de première génération et que c'est un bateau qui a tendance à enfourner pas mal. Mais je trouve qu'il fait quand même des belles moyennes là, hein. Alors il est repassé sous les 400 000, mais si on compare à Isabelle Yoshke par exemple, il va. Alors là, Isabelle Yoshke, elle est allée vite. Donc il va un petit peu moins vite qu'Isabelle Yoshke. Mais Damien Seguin, par exemple, qui est sur un bateau de la même génération, il tient les cadences de Damien Seguin. Il tient bien sûr les cadences de Pip Air. Il est même passé devant Pip Air. Donc ce qui fait qu'il est rentré dans le top 15. Ce qui pour moi est son objectif, Romain Athanasio. C'est-à-dire pour moi, il est totalement dans son objectif de départ. De rentrer dans le top 15 parce qu'il sait qu'il n'y a pas un bateau aussi performant. On en avait parlé lors de la présentation des concurrents notamment, et surtout quand on sait qu'il a dû changer de mât il y a 2 mois, et heureusement qu'il y a eu Maxime Sorel qui lui a prêté son mât de secours. On se dit quand même que voilà, pour l'instant c'est une belle histoire Romain Athanasio sur ce Vendée Globe. Damien Seguin, lui, juste derrière, Pip Air. Louis Burton, on va revenir sur Louis Burton aussi. Vous allez voir que ça avance vite du côté de Louis Burton. Je vais vous donner déjà sa moyenne sur les 24 dernières heures. 462 000 nautiques. C'est l'un des rares qui arrive à tenir la cadence, par exemple, d'une Clarisse Kremer. Sauf qu'il est dans du vent qui est bien plus faible que Clarisse Kremer. 65 000 de parcouru, c'est 10 000 de plus que Pip Air. C'est 10 000 de plus également que Romain Athanasio. Donc là, on voit que c'est un bateau de génération 2020. Qui arrive à bien tenir la cadence. Et là, vous allez voir aussi, sur ces 24 dernières heures, il était bien plus loin de ces bateaux-là. Vous voyez que par rapport à Romain Athanasio, il y avait plus de 100 000 de retard. Et bien désormais, hop, le retard s'est vraiment raccourci. Et vous voyez, même pendant la journée, avec les bateaux de tête, il a bien réussi à tenir la cadence. Et cette nuit, ça a été plus compliqué parce qu'il est tombé dans une zone de molle par rapport aux zones de tête, donc l'écart s'est réagrandi, mais il est revenu à une vitesse folle, vous voyez, sur Seguin et sur Pip Air et sur Romain Athanasio, donc ça va être ses prochaines victimes, et on va voir s'il va pouvoir les dépasser dans la journée. Peut-être que demain il sera dans le top 15, Louis Burton, donc c'est une très très bonne journée. Isabelle Yoshke, elle continue, mais voilà, comme vous voyez un petit peu dans son no man's land, parce qu'avant il y avait un petit peu Louis Burton à côté d'elle, et que maintenant, Louis Burton s'est vraiment écarté en termes de trajectoire. Et puis derrière, on regarde la bataille des rivers. C'est toujours Louis Duc qui va le plus vite. Et il va plus vite que Jean Le Cam. Il a mis quasiment 90 000 à Jean Le Cam. Alors je sais bien qu'ils ne sont pas sur la même trajectoire, mais c'est quand même impressionnant. Parce que Jean Le Cam, il a un bateau qui est plus moderne que Louis Duc et des moyens plus importants que Louis Duc. La vitesse qu'a Louis Duc, regardez, même un Tanguy Le Turquet n'arrive pas à suivre en termes de cadence. Donc il colle 20 000 à Tanguy Le Turquet tous les jours. Et surtout, il arrive à suivre Arnaud Boissière. Arnaud Boissière qui est sur un foiler. Donc c'est vraiment impressionnant ce qu'arrive à faire Louis Duc en ce moment. Sur une trajectoire qui est décalée, mais je ne suis pas surpris. Parce qu'il a souvent des trajectoires qui sont différentes de ses petits camarades. Et je pense qu'il cravache pour tenter de prendre les résidus du front. Ça va être son objectif à Louis Duc. Alors que les autres, eux, vont partir, je pense, un peu plus à l'est du côté de Jean Le Cam et Éric Bellion. Vous voyez que Jean Le Cam et Éric Bellion qui restent très proches. Avec également Violette d'Orange. Donc les 3 bateaux, on va dire, un peu team Jean Le Cam. Pour l'instant, ça se passe bien. Conrad Coleman qui va vite aussi parce qu'il rattrape Jean Le Cam. 40 000 demi sur Jean Le Cam. Il va un petit peu plus vite également que Violette d'Orange, donc il rattrape un petit peu son retard. Alan Roura, lui, va toujours un petit peu empêtré en termes de vitesse. Il continue de réparer, Alan Roura, un petit peu son problème de fuite au niveau des foils. Et puis Benjamin Ferret, qui arrive à un petit peu stabiliser l'écart pour le moment. Et du côté de Sébastien Marseille, 248 000, c'est pas mal. Guirec Soudé va vite également. Et du côté d'Antoine Cornic, on retrouve des belles vitesses de 155 000, c'est-à-dire qu'il va un petit peu plus vite que Guirec Soudé. Il va même aussi vite, même un petit peu plus vite que Violette d'Orange. Donc c'est vraiment pas mal. Et surtout, si on compare à Manuel Cousin et à Fabrice Amédéo, ça va un petit peu plus vite.
avec, je rappelle, le bateau le plus ancien de la flotte du côté d'Antoine Cornig. Donc c'est vraiment pas mal ce qu'il fait pour le moment. Et Oliver Air a retrouvé une bonne vitesse aussi après sa pénalité. Donc ce qui fait que Dennis Van den Bergh a repris un petit peu un éclat. Jing Kunshu, je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo du concurrent chinois, les vidéos qui sont désormais traduites en français parce qu'il parlait tellement vite. Moi je suis pas un expert de l'anglais très clairement, donc j'avais du mal à suivre au niveau de la conversation, ça allait beaucoup trop vite. Eh bien Jing Kunshu, ça a l'air d'aller mieux au niveau de sa cheville en passant, au niveau de l'épaule aussi, qui a reçu une petite brioche, enfin une boule anti-stress en forme de brioche, en forme de bao. Le bao c'est un peu une des spécialités asiatiques, c'est une brioche fourrée avec de la viande. Eh bien voilà, c'est une des spécialités de la cuisine chinoise et il semblerait qu'il adore les bao, Jing Kunshu, donc il a reçu ça de son équipe à bord. Et puis il continue d'avancer. Alors oui, il avance pas aux mêmes vitesses que les concurrents de devant, même si là il va un petit peu plus vite par exemple qu'un Fabrice Amedeo avec son bateau foiler. Et puis on va retrouver Salbosch Verès, et bien voilà, avec du vent un peu meilleur, on en parlait, lui il avait des alizés un petit peu meilleurs. Il avance à des vitesses tout à fait raisonnables pour un bateau de cet âge-là, Salbosch Verès. Donc voilà, ça avance du côté du concurrent hongrois qui a désormais 2357 000 de retard. C'est un petit peu compliqué. On regarde les statistiques sur les 24 dernières heures, je ne vous les montre pas à l'écran. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, parce que pour éviter de me mélanger les pinceaux entre les différents onglets. Nicolas Dunven, qui a réalisé le plus de 1000 en 24 heures, on en a parlé, 536 000 nautiques, ce qui a été quasiment le record, ce qui était, je crois, le record avant le départ. Eh bien, c'est vraiment une bonne journée. Et les écarts là sont un peu réduits parce que vous voyez que, grosso modo, de Jérémy Beyoum à Johan Rich, ouais. Grosso modo, on a 8 concurrents qui ont fait plus de 500 000 dans la journée. Donc Sam Goodchild, qui est le 8e de ces concurrents-là, eh bien, n'a que 30 000 de retard par rapport à Nicolas Dunven sur la journée. Malgré tout, on voit les différences entre les bateaux de dernière génération et les bateaux un petit peu plus anciens parce que c'est... Alors Paul Meillat, je ne sais plus. Non, Paul Meillat a un bateau moderne. Donc non, il n'y a que Sam Goodchild qui a un bateau de génération précédente. Et Louis Burton aussi, qui a un bateau de génération précédente qui était l'Occitane en Provence. C'est les deux bateaux qui restent dans le top 10 des concurrents qui ont fait le plus de 1000 lors des 24 dernières heures. Et Boris Herman qui est désormais 9e sur les 24 dernières heures. Donc on voit qu'il a pas mal cravaché dans des conditions de vent qui n'étaient pas exceptionnelles. Ça montre que ce bateau Malaysia s'en sort extrêmement bien aujourd'hui. Par rapport à la distance du record, on a repris un petit peu de retard sur Armel Lecléache. Désormais, il y a 536 000 de retard. Donc, c'est une grosse journée de navigation. Et puis, Salbosch Verès, lui, est à 4360 km de Charlie Dalin. Donc, il a reperdu 360 km. Mais il y a certaines journées où vous perdez 1000 km par jour. Donc, ça permet de voir qu'il a eu des alizés un peu plus faciles qu'un Charlie Dalin et que les concurrents de devant, autant le redémarrage depuis les Canaries avait été compliqué, autant les alizés à partir du Cap Vert ont été un petit peu plus faciles pour Salbosch Verès. On verra maintenant sa traversée du poteau noir pour le concurrent hongrois. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!